Mon père a dit, cette année, il y a vraiment trop de monde. Peut-être que toi et les enfants devriez vous abstenir. J'ai dit, pas de problème. Puis ma fille a vu une vidéo sur Instagram. Les amis de ma cousine, son patron, même un bambin du voisin, tous chez mes parents. J'ai pris une photo des cadeaux que nous avions emballés et j'ai envoyé un texto, je dépose ça à la Croix-Rouge. 40 minutes plus tard, mon père était à ma porte, essoufflé. J'ai ouvert et j'ai dit, ça fait mal de l'admettre, mais il se fiche de moi et de mes enfants. Je ne pense pas qu'il s'en soit jamais soucié. Et dire ça à voix haute, même juste dans ma tête, c'est comme déchirer quelque chose que j'ai passé des années à recoudre soigneusement. J'ai fait des acrobaties émotionnelles, je me suis dit qu'ils étaient juste démodés, juste distraits, juste pas expressifs. J'ai excusé les anniversaires manqués, les noms oubliés, la façon dont ils ont toujours agi comme si nous étions des invités à leur table au lieu d'être de la famille. Et malgré tout, je me suis toujours présenté avec des cadeaux, des gratins, de l'essence dans le réservoir, et mes enfants vêtus de tenues qu'ils avaient choisies spécialement pour mamie. Alors, quand mon père a appelé la semaine dernière, j'ai pensé que c'était le check-in habituel. Il n'a même pas introduit le sujet. Pas de bavardage. Il a juste dit, cette année, c'est devenu un peu fou. Plus de monde que prévu. Peut-être que toi et les enfants devriez vous abstenir. C'était tout. Juste comme ça. Comme si nous étions un supplément optionnel. Comme si nous prenions de la place. J'ai dit, pas de problème et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Le salon sentait encore le papier cadeau et le scotch. Je venais de finir d'emballer les cadeaux d'anniversaire. C'était leur 30e. Je m'étais surpassé. J'avais économisé de l'argent pendant des mois sans que les enfants ne s'en aperçoivent. J'avais acheté la montre M. Cartier. Je l'avais fait graver. J'allais la leur donner après le dîner, je pensais que ça pourrait enfin signifier quelque chose. J'ai dit aux enfants que nous allions faire notre propre truc, je l'ai dit comme si c'était une friandise. J'ai commandé leur pizza préférée. J'ai acheté des marshmallows supplémentaires pour Coco. J'ai souri à travers tout ça comme si tout allait bien. Mon fils a demandé si grand-père était malade. Ma fille voulait savoir si mamie était fâchée. Je leur ai dit que non, rien de tel, juste un changement de programme. 2 jours plus tard, ma fille est entrée dans la cuisine avec son téléphone. Elle a dit, maman, regarde. C'était une story Instagram, pas une de celles qui sont floues et vagues, non plus. C'était clair comme de l'eau de roche. Leur maison entièrement décorée. Ballons, fleurs, un buffet traiteur. Les amis d'université de ma cousine étaient là, son patron, la famille d'en face avec le bambin qui avait une fois craché sur notre porche. Tout le monde, même des gens que je ne reconnaissais pas. Et juste là, en arrière-plan, riant et buvant, il y avait mes parents. Ma mère portant le foulard que je lui avais acheté à Noël dernier. Mon père tenant un verre de champagne comme s'il était le roi de la colline. Ma fille a regardé l'écran, silencieuse pendant un long moment, puis a demandé, pourquoi ne voulait-il pas que nous soyons là? Je n'avais pas de réponse. Je n'en ai toujours pas. Je suis entré dans le salon, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai pris une photo des cadeaux emballés qui se trouvaient sous la table d'appoint, ceux que mes enfants avaient choisis et aidé à emballer. Puis j'ai envoyé la photo par texto à mon père. Pas de légende. 1 minute plus tard, j'ai envoyé un deuxième message, je dépose ça à la Croix-Rouge. Je ne m'attendais à rien. Je ne suis même pas resté près du téléphone. 40 minutes plus tard, il était à ma porte. Je l'ai vu à travers la fenêtre, faisant les 100 pas, la veste à moitié enfilée, pas de voiture en vue. Il devait s'être garé au coin de la rue. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air essoufflé comme s'il avait couru tout le long. Il a dit que nous devions parler. Je n'ai pas bougé. Je lui ai juste demandé, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et à ce moment-là, je n'étais plus sa fille. J'étais une mère qui avait perdu patience. Il est resté là comme s'il s'attendait à ce que je m'écarte, comme si tout pouvait redevenir normal s'il se présentait en personne et avait l'air légèrement désolé. Je n'ai pas bougé d'un pouce. La porte est restée à moitié ouverte, l'air froid s'infiltrant entre nous. Il a commencé à parler vite, comme si ça allait aider. Il a dit que les choses avaient pris une ampleur un peu plus grande que prévu. Il a dit qu'il n'avait pas planifié tout ça, que c'était ma cousine qui s'était occupée des invitations, qu'il ne s'agissait pas de m'exclure, moi ou les enfants. C'est juste arrivé comme ça.
Je n'ai rien dit pendant quelques secondes parce que je devais être sûr de ne pas craquer. Puis je lui ai posé une question, le bambin du voisin était sur la liste? Il s'est déplacé, a baissé les yeux comme si le sol était plus confortable que mon visage. Puis il a dit quelque chose à propos du fait que ce n'était pas censé être personnel, que nous prenions toujours les choses trop à cœur, que j'aurais pu simplement appeler au lieu d'envoyer un message dramatique. Il y avait à nouveau cette expression. Nous, comme si mes enfants et moi étions une catégorie floue qu'il peut rejeter ensemble, comme une tâche qu'il ne peut pas effacer. Il a essayé d'arrondir les angles, a dit qu'il prévoyait de nous appeler le lendemain de toute façon. Ça a été une semaine mouvementée. Il a même dit que nous pouvions venir pour le gâteau ce week-end. Comme si ma fille ne l'avait pas déjà vu porter un toast sans elle. Comme si mon fils ne lui avait pas déjà demandé pourquoi grand-père ne voulait pas voir son dessin. Alors, je lui ai parlé de la montre, de la façon dont il m'avait fallu des mois de restriction, de faire des heures supplémentaires, de dire non aux choses que les enfants voulaient. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais juste qu'il le ressente, qu'il sache que je lui ai donné quelque chose de réel et qu'il ne nous a rien donné. Il s'est tu. Ce genre de silence où vous savez que les excuses ne vont pas venir. Puis, finalement, il l'a dit. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Pas merci, pas désolé, juste un petit rappel plat que tout ce que je fais pour eux est inutile à leurs yeux. C'est à ce moment-là que ma fille est apparue derrière moi. Elle portait des chaussettes et tenait l'un des sacs cadeaux, celui avec la tasse qu'elle avait faite à ma mère en cours d'art. Elle n'a rien dit pendant une seconde, puis a demandé, « Est-ce que grand-père est venu chercher les cadeaux maintenant ?» Mon père l'a regardée comme si elle était l'enfant de quelqu'un d'autre, n'a même pas essayé de s'agenouiller ou de la serrer dans ses bras ou de lui dire bonjour. Il s'est juste contenté de la regarder comme si elle l'avait surpris en train de faire quelque chose d'embarrassant. J'ai dit, non, il ne prend rien et j'ai fermé la porte. Il est resté là une seconde. J'ai regardé à travers le Judas. Il n'a pas frappé à nouveau. Il est juste resté immobile pendant un moment, puis a descendu l'allée. Il n'a pas conduit. Je pense qu'il s'est garé à quelques maisons de là pour que les voisins ne voient pas sa voiture. C'est le genre d'homme qu'il est, plus gêné par une scène conteuse de ce qu'il a causé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mur de texte de ma mère. Elle disait que j'avais dépassé les bornes, que j'avais exagéré les choses, que mon ton était complètement inapproprié et que j'avais blessé leurs sentiments. Puis elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête toute la journée, peut-être qu'il vaut mieux que nous prenions un peu de distance l'un avec l'autre. Elle n'a pas mentionné les enfants une seule fois. C'est là que j'ai pris ma décision. J'ai sorti la montre Cartier de la boîte et je suis allé au magasin pour la rendre. J'ai dû me disputer avec le vendeur à propos de la gravure, mais j'ai finalement récupéré la majeure partie de l'argent, assez pour réparer le chauffe-eau, assez pour peut-être emmener les enfants quelque part pour le week-end. Ils ne voulaient pas de nos cadeaux. Très bien. Ils ne recevraient plus rien de nous. Après avoir rendu la montre, je m'attendais au silence. C'est comme ça que ça se passait d'habitude. Ils se taisaient, attendaient que je me sente mal, puis revenaient dans ma vie comme si de rien n'était. Je pensais que cette fois serait différente. Peut-être qu'ils penseraient vraiment à ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils diraient quelque chose aux enfants. Mais j'aurais dû m'en douter. Le message est arrivé 4 jours plus tard. Pas d'excuses, pas de nouvelles, juste un court texto de mon père, « Tu envoies toujours le remboursement hypothécaire ce mois-ci ?» Même pas un point d'interrogation. Je l'ai regardé comme si je ne comprenais pas les mots, comme s'il ne pouvait pas être aussi inconscient. Aussi égoïste. Au cours des 4 derniers mois, j'avais discrètement payé leur prêt hypothécaire. Sans fanfare, sans annonce. Ils ne me l'ont jamais demandé ouvertement, se sont juste lancés dans des commentaires vagues sur les mois difficiles et les mauvais moments et sur la façon dont tout le monde ressentait la pression ces derniers temps. Je ne l'ai pas dit aux enfants, je ne l'ai même pas dit à mes amis. Je l'ai juste fait parce que je pensais que c'est ce que fait une famille. Même quand ce n'est pas rendu, même quand ça fait mal. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai reçu un autre message. Cette fois de ma mère. Elle a dit, je vérifie juste pour m'assurer que le remboursement hypothécaire n'a pas été retardé. Nous devons effectuer le paiement d'ici vendredi. Comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas été debout sur le seuil de ma propre porte à dire à leur petite fille qu'ils ne voulaient pas de nos cadeaux. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment, à regarder l'application de ma banque, à regarder l'argent que j'avais mis de côté comme un métronome. J'ai alors réalisé à quel point c'était devenu automatique, à quel point ils s'y attendaient,
à quel point j'étais utilisé, non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour un effet de levier émotionnel. Et ils n'ont même jamais fait semblant de me respecter pour ça. Alors, j'ai répondu par texto, non, je ne l'enverrai plus. Pas d'explication, pas d'ouverture à une conversation, juste une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a envoyé une avalanche de messages demandant pourquoi je changeais soudainement les choses, pourquoi j'impliquais l'argent dans des affaires personnelles, comment je pouvais être aussi cruel à propos d'un simple malentendu. Elle disait que je devrais penser à la façon dont cela affecterait les enfants, comme si elle ne les avait pas rayés de sa liste 2 semaines plus tôt. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le lendemain matin, mon père a envoyé un texto plus long. Il a dit qu'il ne pensait pas que j'irais aussi loin, qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, qu'il faisait de leur mieux et que je devrais être la plus grande. Je l'ai supprimé sans lire le reste. Cette semaine-là, je me suis assise avec mon budget. J'ai annulé les virements automatiques, j'ai tout redirigé vers mon épargne. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas à jongler avec les factures pour couvrir la vie de quelqu'un d'autre. J'ai acheté de nouvelles baskets pour mon fils, j'ai commandé la série de livres dont ma fille parlait, j'ai préparé des repas sans faire de calcul mental à l'épicerie. Je m'attendais à ce qu'ils se taisent. Ça aurait été plus facile, mais ils ne l'ont pas fait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'école. Pas du secrétariat, du professeur de ma fille. Elle a dit, « Votre mère est venue ce matin. » Il était un peu plus de midi quand mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai quand même décroché. C'était la professeure de ma fille. Elle avait l'air calme, mais prudente, comme si elle pesait chaque mot. Elle a dit, « Bonjour, Samantha. Je voulais juste vous informer que votre mère s'est présentée à l'école aujourd'hui. » Je me suis figé complètement. Elle a expliqué que ma mère était venue au bureau d'accueil et avait dit qu'elle déposait un petit colis pour ma fille. Au début, ça semblait inoffensif, mais ensuite elle a demandé à la voir. Quand on lui a dit que ce n'était pas autorisé sans autorisation préalable, elle n'est pas partie. Elle a dit qu'elle était juste une grand-mère, qu'elle n'était pas une inconnue, qu'elle avait le droit de voir sa petite fille. Elle n'a pas crié, mais elle a continué à insister. Lorsque le bureau a refusé, elle est finalement partie, mais pas avant de remettre une petite boîte emballée avec le nom de ma fille dessus. J'étais à l'école dans 20 minutes. La réceptionniste m'a remis la boîte, déjà ouverte par mesure de sécurité. Elle était emballée dans un papier familier, le même motif que nous avions utilisé lorsque nous avons emballé les cadeaux qu'ils avaient refusé d'accepter. À l'intérieur se trouvait la tasse en céramique que ma fille avait faite en cours d'art, celle que nous avions peinte ensemble, d'un rouge vif avec un petit tournesol et « Je t'aime », mamie il écrit autour du bord en peinture dorée inégale. Scotché au fond se trouvait une feuille de papier pliée arrachée d'un bloc-notes. Il était écrit, « Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Tu es déraisonnable. Les enfants devraient être autorisés à décider par eux-mêmes. » Pas d'excuses, pas de regrets, juste un autre message enveloppé de culpabilité. J'ai tout pris, la boîte, le mot, la tasse, et je suis retourné à la voiture, en essayant de retenir la sensation de malaise dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement la manipulation. C'était le fait qu'elle m'ait contourné, qu'elle se soit présentée à l'école de ma fille comme si elle avait le droit de franchir les limites que j'avais clairement tracées. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, je n'ai pas dit à ma fille ce qui s'était passé. Je lui ai juste dit que mamie avait déposé quelque chose qu'elle avait oublié de nous donner. Elle a hoché la tête lentement et n'a pas posé plus de questions. Mais toute la soirée, elle a été silencieuse, a passé le dîner en touchant à peine à sa nourriture, a regardé le film comme si c'était un bruit de fond. Les enfants savent toujours. Après qu'ils soient allés se coucher, j'ai envoyé un texto à ma mère, « Tu ne dois plus t'approcher de l'école. Si tu veux parler, très bien. Sinon, reste loin. C'est une limite. Respecte-la. » La réponse n'est pas venue d'elle. Elle est venue de mon père. Il a écrit, « Si tu penses que tu nous coupes les vivres et que tu gardes nos petits-enfants, tu te mets le doigt dans l'œil. » J'ai regardé l'écran, je l'ai lu 2 fois, j'ai fait une capture d'écran et je me la suis envoyée par courriel. Je l'ai transférée à un ami avocat avec une note qui disait, « Juste au cas où. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon classeur et j'ai sorti tous les documents que j'avais, les paiements hypothécaires, les confirmations de virement, les textos où il laissait entendre qu'il avait besoin d'aide. Je les ai imprimés, je les ai étiquetés, j'ai commencé un dossier.
Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à avoir besoin de ce genre de sauvegarde. Mais ce texto n'était pas une supplique. C'était un avertissement. Et c'est le moment où j'ai cessé d'avoir peur de ce à quoi pourrait ressembler le fait de couper les ponts avec eux. 5 jours se sont écoulés depuis que ma mère s'est présentée à l'école, et le silence était plus fort que tout. Pas de texto, pas d'appel, pas de messages aléatoires prétendant être occasionnels, pas de cartes pour les enfants, pas de questions curieuses transmises par des proches, juste rien. Et je ne vais pas mentir, au début, le silence m'a donné l'impression qu'il manquait quelque chose. Pas eux exactement, juste le bruit auquel j'étais habitué, la tension constante, le fait de regarder et d'attendre la prochaine pique déguisée en inquiétude. Quand ça s'est arrêté, j'ai eu l'impression de traverser une maison où j'avais l'habitude de vivre, calme mais lourde de souvenirs. J'ai dû me rappeler quotidiennement, c'est la paix, pas la solitude, pas une guerre froide, juste la paix. Les enfants se sont adaptés plus vite que je ne l'avais prévu, peut-être parce qu'ils étaient déjà à moitié là avant même que je ne le remarque. Ma fille a écrit ses petites histoires et les a scotchées sur son mur, des histoires sur une fille et son chien magique qui peuvent voyager dans le temps. Elle m'a dit l'autre soir que la fille gagne toujours parce qu'elle se souvient de qui elle est, même quand les gens lui mentent. Mon fils a construit un fort dans le salon avec des couvertures et des chaises. Il dit que c'est la zone sans personne triste. Ils y mangent des collations et regardent de vieux dessins animés. Et chaque fois que j'y jette un coup d'œil, je pense à la chance que j'ai qu'il n'ait pas laissé l'amertume prendre racine. Il rit encore. Il croit encore aux bonnes choses. Il y a quelques soirs, j'ai trouvé la boîte de cadeaux que nous avions emballée avant tout ça. Je pensais avoir tout donné, mais apparemment un sac s'est retrouvé derrière les manteaux dans le placard. À l'intérieur se trouvait un cadre que ma fille avait fait avec une photo de nous 4 datant d'il y a 2 ans, à l'époque où les choses semblaient encore réparables. Elle l'avait décoré avec de petits cœurs en mousse et avait collé une note au dos, pour l'anniversaire de mamie et papy, s'il vous plaît ne pleurez pas. Je me suis assise sur le sol pendant un long moment à tenir ce cadre, sans pleurer, juste assise avec tout. Il ne s'agissait pas seulement de cette fête. Il s'agissait d'années. Des années à être mises de côté, à être utiles mais pas vues, à me présenter avec des enfants à la remorque et de l'espoir à la main, pour finalement repartir avec le sentiment de m'être invité à la fête de quelqu'un d'autre. Et la vérité, c'est que si je ne m'étais pas retiré cette fois, ils l'auraient laissé se reproduire encore et encore et encore. Ils ne nous contactent pas parce que nous leur manquons. Ils gardent le silence parce qu'ils ont perdu le contrôle. J'ai finalement cessé d'être la fille qui avalait tout et souriait. Et ce n'est pas la version de moi qu'ils savent aimer. Alors, ça fait mal. Il y a des moments où j'ai envie d'envoyer une photo des enfants jouant dans la neige ou de transférer une vidéo idiote ou de partager une invitation d'anniversaire. Je me surprends à chercher mon téléphone, puis je m'arrête. Pas par colère, mais parce que je me souviens de ce qu'ils ont fait quand ils en ont eu l'occasion. Ils nous ont tourné le dos, et maintenant ils font semblant d'être ceux qui ont été lésés. Alors, voilà où nous en sommes. Je ne fais aucune promesse. Je ne sais pas ce qui se passera l'année prochaine ou l'année d'après. Je ne sais pas s'ils nous contacteront quand les choses deviendront plus difficiles ou s'ils laisseront l'orgueil enterrer le peu de relations qu'il nous restait. Mais je sais ça. S'ils veulent revenir un jour, ce ne sera pas à la même porte dont ils se sont éloignés. Il faudra que ce soit différent ou pas du tout. Pour l'instant, ce ne sont que moi et les enfants, des soirées pizza, des pyjamas toute la journée le samedi, des décorations faites maison et de la musique trop forte et des biscuits que nous brûlons toujours un peu. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel et c'est à nous. Alors peut-être que c'est la dernière mise à jour. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir lu. Nous allons bien maintenant. Vraiment bien. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sens pas coupable de dire ça.